Bonjour. Dans une première vidéo, rappelez-vous, on avait vu donc les différentes caractéristiques des zones de subduction, et on avait vu également le moteur des zones de subduction, c'est-à-dire qu'est-ce qui permettait à la lithosphère de plonger. Dans cette vidéo-là, nous allons nous concentrer sur le magmatisme des zones de subduction. Donc déjà, on va voir quelles sont les particularités de ce magmatisme, et ensuite on va essayer de l'expliquer. Alors, quelles sont les caractéristiques du volcanisme des zones de subduction? Donc comme nous l'avions dit au cours de la précédente vidéo, il s'agit d'un volcanisme principalement explosif, donc avec sa lave très visqueuse, et donc toutes les structures qui en découlent, c'est-à-dire la présence du dôme volcanique, donc ou aiguille au milieu, la présence de grosses quantités de cendres et de scories, donc notamment émis dans les panaches éruptifs lorsque l'explosion, donc l'éruption a lieu, et la présence de nuées ardentes sur les côtés. Au niveau des roches obtenues, on a également quelques originalités. Donc là, ici je vous ai présenté les roches volcaniques classiques qui sont obtenues au niveau des points chauds ou au niveau des dorsales. Donc en général, on a surtout des basaltes et des gabbros. Donc je rappelle que ces deux roches-là sont caractérisées par la présence des minéraux de type feldspath, plagioclase et pyroxène essentiellement, même si on peut avoir également des olivines, voire un petit peu de quartz. Alors la seule différence qu'il y a entre ces deux roches, c'est que le basalte a une structure microlytique, donc il y a du verre entre les minéraux, tandis que le gabbro a une structure grenue, c'est-à-dire que les minéraux sont jointifs, il n'y a pas de verre. Au niveau des zones de subduction, on trouve des roches originales, donc c'est-à-dire que ce sont des roches qu'on ne trouve pas au niveau des dorsales et pas très souvent au niveau des points chauds. Donc notamment on va trouver de l'andésite, donc l'andésite il s'agit également d'une roche microlytique, donc avec du verre entre les minéraux, mais à la différence du basalte, donc alors il y a bien des feldspaths, plagioclases et des pyroxènes comme le basalte, mais en plus on va trouver des amphiboles, et on peut également trouver des biotites. On trouve également dans ces zones de subduction des rhyolites. Alors là, il va y avoir une composition minéralogique donc avec présence de feldspath plagioclase, encore une fois, mais là on va également avoir beaucoup de quartz, ainsi que de la biotite, voire de la muscovite. Donc là encore une fois, la rhyolite, il s'agit d'une roche à structure microlytique. Donc ces deux roches sont des roches volcaniques, c'est-à-dire qu'elles ont une structure microlytique, ce qui atteste d'un refroidissement rapide en surface. Donc les roches volcaniques, je rappelle qu'elles sont émises en surface au contact avec l'air ou avec l'eau. Alors on trouve également dans ces zones de subduction des roches plutoniques, donc à structure grenue, donc cristaux jointifs, absence de verre. Donc je rappelle que les roches à structure grenue sont obtenues par refroidissement lent, donc en profondeur. En général, ces roches cristallisent au niveau de la chambre magmatique. Donc ces roches plutoniques, on les appelle les granitoïdes. Donc en gros, c'est une espèce de famille de roches dans laquelle on va trouver des granites, bien sûr, mais également des diorites et des granodiorites. La minéralogie de ces roches, eh bien c'est simple, bon, le granit, c'est quelque chose normalement que vous connaissez déjà, donc il y a présence de feldspath, plagioclase, de quartz et donc de mica, donc blanc ou noir, donc biotite et muscovite. Et les diorites et les granodiorites, eh bien en plus il peut y avoir donc dans ces deux types de roches des amphiboles. Du coup, la principale différence qu'on a avec les roches volcaniques plus classiques, eh bien c'est la présence finalement de deux minéraux, on va dire, les micas et les amphiboles. Or, ces deux minéraux, on se rend compte qu'en fait, ils ont une structure chimique assez particulière, puisqu'il s'agit de minéraux dits hydratés ou hydroxylés, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la formule chimique de ces minéraux, il y a présence de groupements OH, donc qui attestent finalement que le magma qui a créé ces roches était un magma hydraté. On verra pour la suite que c'est important. On vient de voir les particularités des roches au niveau du magmatisme des zones de subduction, et bien maintenant on va s'intéresser à pourquoi on a ce magmatisme au niveau des zones de subduction. On va voir que c'est pas forcément évident tout ça. Pour bien comprendre ça, il est nécessaire de s'intéresser à l'évolution de la croûte océanique. Donc la croûte océanique, la voilà, elle est formée au niveau de la dorsale, elle va être détruite donc plus loin au niveau des zones de subduction, et entre les deux, cette croûte océanique, elle va évoluer. Donc au départ, la croûte océanique, elle est formée, donc elle est forcément très chaude, parce qu'elle est formée par magmatisme.
au fur et à mesure qu'elle va s'écarter de l'axe de la dorsale et qu'elle va vieillir, elle va se refroidir. Donc ça, c'est les mécanismes qu'on avait déjà vus dans la première vidéo sur la subduction, c'est-à-dire qu'on a de l'hydrothermalisme, l'eau s'infiltre dans la croûte, c'est ça l'hydrothermalisme, hein, et donc en s'infiltrant, elle va hydrater la croûte, et elle va la refroidir. Donc c'est pour ça qu'on va franchir successivement ces trois isothermes là, donc l'isotherme 1000 degrés, l'isotherme 600 et l'isotherme 200. Le problème c'est que lorsque la croûte va se refroidir, elle va donc subir des modifications minéralogiques. Ça c'est ce qu'on appelle en fait le métamorphisme, c'est-à-dire que lorsqu'on change les conditions de température, il y a du métamorphisme qui a lieu, et du coup on n'a plus les mêmes minéraux, enfin on a des nouveaux minéraux qui apparaissent. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Donc on va voir qu'il va y avoir une série de deux réactions chimiques. Donc la réaction chimique ici, donc au franchissement en gros de l'isotherme 1000 degrés, et ensuite une réaction chimique ici, donc lors d'un refroidissement plus important. Voyons ces réactions chimiques plus en détail. Donc pour cela, je me place dans un diagramme pression-température, donc qui est nécessaire pour bien établir les modifications de pression et de température qui ont lieu, et donc pour bien établir les différentes réactions du métamorphisme. Donc on part d'un état initial donc d'une roche près de la dorsale, très chaude, donc aux alentours de 1000 degrés. Cette roche va se refroidir. En se refroidissant, donc on va sur la gauche de mon diagramme pression-température, normal, on va franchir cette limite-là, qui est une limite en fait de stabilité entre deux associations minéralogiques. Donc en fait, en passant de là à là, on voit que on arrive dans un domaine de stabilité en fait des plagioclases, des hornblindes et du pyroxène. Alors qu'à la base, on était dans le domaine de stabilité du plagioclase et du pyroxène. Donc là, on voit bien qu'on a un nouveau minéral qui apparaît, c'est le hornblende. Le hornblende qui est une amphibole. Donc la réaction chimique, c'est celle-ci, donc on va appeler réaction chimique 1. Donc en gros, le plagioclase, le pyroxène associé à de l'eau, donc qui est fournie par l'hydrothermalisme, va fournir une amphibole verte qu'on appelle l'hornblende. Voilà, donc sur une lame mince, hein, vous voyez, donc ça c'est le plagioclase. Au milieu on a le pyroxène, et donc entre les deux, on voit donc apparaît ce qu'on appelle une auréole du métamorphisme, hein, qui est donc l'hornblende, qui va se former au contact de ces deux minéraux, hein, par réaction chimique à l'état solide, donc par métamorphisme. Bon, deuxième réaction chimique maintenant, parce qu'on ne s'arrête pas là, on va continuer le refroidissement. Et donc on voit bien que lorsqu'on franchit cette limite-là, en continuant le refroidissement, eh bien on va faire apparaître deux nouveaux minéraux, la chlorite et l'actinate. Donc la réaction chimique qui a lieu, c'est ça, donc on a au départ du plagioclase, de l'hornblende et encore une fois de l'eau, et avec tout cela on obtient de la chlorite et de l'actinate. Et une roche qui contient de la chlorite et de l'actinate, c'est ce qu'on appelle un schiste vert. Donc là on va dire qu'on est dans le faciès des schistes verts. Voilà, donc vous voyez que ce qu'on vous a dit quand vous étiez en première S, c'est-à-dire que la croûte océanique était constituée majoritairement de gabbro et de basalte, en fait, c'est pas vraiment vrai, parce que finalement la croûte océanique est plus constituée de schistes verts que de gabbro et de basalte. Mais bon, voilà. Donc notre schiste vert, donc notre croûte océanique arrive aux abords de la zone de subduction, et là on voit qu'il va se passer autre chose. C'est-à-dire que lorsque nos roches vont partir dans la subduction, donc vont plonger là, eh bien un autre paramètre très important pour le métamorphisme va varier, c'est la pression. Donc remettons-nous dans le diagramme pression-température, on part ici de notre faciès schiste vert qui est là, donc en haut de la subduction, et bien au fur et à mesure que la roche va aller en profondeur, elle va gagner en pression. Et on voit que donc la pression augmente d'une manière immédiate et donc très rapidement. En revanche, la température augmente beaucoup plus lentement. Ça, c'est à cause de l'inertie thermique, c'est-à-dire qu'un matériau, pour le réchauffer, il faut beaucoup de temps. Donc là, du coup, comme on a une augmentation de pression avec une température qui reste à peu près constante, on va dire, eh bien, on va donc passer une limite, encore une fois, une limite minéralogique, une limite de stabilité des minéraux, donc qui correspond à cette réaction chimique 3. C'est-à-dire que là, on va faire apparaître encore une fois de nouveaux minéraux, de la glaucophane, donc qui est une amphibole bleue, cette fois, et donc on refait apparaître du feldspath plagioclase. Donc on a cette réaction chimique là, donc chlorite plus actinate donne amphibole donc de type glaucophane et du plagioclase.
Et là, on s'aperçoit qu'on a encore une fois de l'eau qui intervient, mais cette fois l'eau est dans les produits et non plus dans les réactifs, c'est-à-dire que cette réaction chimique va produire de l'eau. On verra que c'est très important pour la suite. Donc là, on fait apparaître du glaucophane, donc qui est une amphibole bleue, c'est pour ça qu'on dit que notre roche, qu'on qualifie notre roche de schiste bleu cette fois. Donc là, on dit qu'on est dans les faciès des schistes bleus. Lorsque la roche continue à plonger dans la subduction, on va faire apparaître encore un minéral qui est la jadéite, qui cette fois est un minéral donc de couleur verte, c'est un type de pyroxène de couleur verte. Voilà la réaction qui a lieu, donc le plagioclase de type albite va réagir et va donc produire de la jadéite et du quartz. Alors, ce schiste bleu, voici à quoi il ressemble au niveau macroscopique. Donc on voit très bien la schistosité qui d'ailleurs est plissée là. Et on distingue très bien la couleur bleutée typique du glaucophane. En lame mince, le glaucophane est très reconnaissable également, hein, par sa couleur encore une fois bleutée, mais attention là on est en LPNA, donc c'est-à-dire en lumière polarisée non analysée, et on voit bien que ce glaucophane a une couleur bleue, hein, et là on trouve le glaucophane donc autour du pyroxène, donc toujours avec cette disposition en auréole. Lorsque la pression continue à augmenter, on va passer cette ultime limite là, qu'on appelle réaction numéro 5 cette fois, et donc qui consiste à faire apparaître un nouveau minéral qui est le grenat. Donc on fait apparaître également de la jadéite, et encore une fois de l'eau. Donc là on va passer dans un nouveau faciès, qui est qualifié de faciès des éclogites. Alors à quoi ressemble une éclogite? Donc l'éclogite elle est de deux couleurs principalement, donc elle est très reconnaissable. Donc elle est couleur vert et rouge. Donc le rouge, avec les minéraux rouges avec cette forme comme ça globulaire, c'est-à-dire très arrondie, ce sont les grenats. Et le fond, plus vert, c'est la jadéite. Donc lorsque vous avez une roche comme ça, donc de fond vert avec des taches rouges ou brunes, en général c'est que vous avez affaire à une éclogite. En lame mince, voici ce que ça donne, l'éclogite. Donc là on est en LPA, lumière polarisée analysée. Donc toutes les jadéites sont ici. Hein. Donc, alors là c'est assez difficile à reconnaître en LPA parce que c'est un petit peu comme des pyroxènes classiques. En revanche, les grenats sont très facilement identifiables. Donc en LPA, les grenats sont toujours noirs. Quelle que soit l'orientation de la lame, les grenats restent noirs. Donc c'est assez facile à reconnaître. Alors, si l'on récapitule tout ça, en fait, on a deux grandes phases. On a une phase de refroidissement, donc dans laquelle on va passer de roches de type gabbro et basalte à des roches de type schiste vert. Donc, et au cours de cette phase de refroidissement, on va emmagasiner de l'eau. C'est-à-dire que, au cours des deux réactions chimiques là qui vont avoir lieu, on voit bien que l'eau est dans les réactifs, donc en fait l'eau va s'accumuler dans les roches. Alors sous quelle forme? Eh bien sous forme de minéraux hydratés, de minéraux hydroxylés, c'est-à-dire la hornblende, la chlorite et l'actinote. Ces trois minéraux-là contiennent en fait de grandes quantités d'eau. Au cours de la deuxième phase, on va avoir l'enfoncement, donc l'augmentation de la pression. Et au cours de cet enfoncement, donc au niveau de la zone de subduction, on va avoir au contraire une libération d'eau. Ici et là. Alors pourquoi on libère de l'eau? Parce que au cours de cette première réaction chimique, eh bien, on transforme des minéraux hydratés en la glaucophane qui est elle aussi hydratée, mais en également du plagioclase, qui lui n'est pas un minéral hydraté. Et au cours de cette réaction 5, là surtout, eh bien, le glaucophane va disparaître, donc qui est un minéral hydraté, et on va obtenir du grenat et du pyroxène qui sont deux minéraux non hydratés, donc c'est pour ça qu'on va produire de l'eau à cet endroit-là. Alors ça c'est extrêmement important parce que c'est cette eau qui sera responsable du magmatisme au niveau des zones de subduction. Alors regardez, l'eau qui est libérée au cours de cette augmentation de pression, vous voyez, elle va monter. Pourquoi elle va monter? Parce que l'eau, elle va sortir sous forme de vapeur, hein, et la vapeur qui est extrêmement légère va avoir tendance à aller vers la surface. Et en montant, cette eau va aller donc hydrater le coin de manteau de la plaque chevauchante. Et donc, c'est à cause de cette hydratation du manteau de la plaque chevauchante qu'on va avoir le magmatisme. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'hydratation des roches, ça change la disposition du solidus. Alors je m'explique. Ici est représenté donc un diagramme pression-température avec le solidus qui est là. Le solidus, c'est la limite entre la phase solide et la phase solide plus liquide. Donc en gros, le solidus, c'est le début de la fusion partielle. Il faut forcément franchir cette limite pour avoir de la fusion partielle.
Ici, on a le géotherme de la plaque chevauchante, c'est-à-dire le chemin pression-température des roches, différentes roches qui sont ici sur la plaque chevauchante. Donc on voit que ce géotherme ne franchit pas le solidus. Ça veut dire que, en gros, si ces roches-là donc ne sont pas hydratées, eh bien, on ne peut pas avoir de magma. On ne peut pas avoir de fusion partielle. En revanche, qu'est-ce qui se passe si les roches du manteau sont hydratées? Eh bien, regardez, le solidus n'a plus du tout la même forme. Et cette fois, eh bien, on voit bien que le solidus est franchi par le géotherme. Donc on a un croisement entre solidus et géotherme à cet endroit-là. Et donc c'est pour ça que on va donc avoir de la fusion partielle et donc du magma. Alors on voit bien que la fusion partielle a lieu dans des limites donc très précises, là, donc aux alentours des 100 km de profondeur. Donc c'est pour ça que, voilà, donc entre 80 et 120 km, on va dire, de profondeur, donc pour ça que la zone de fusion partielle a lieu en général dans cette zone-là. Et donc une fois qu'on a fusion partielle, eh bien le magma, si la fusion partielle est suffisamment importante, le magma arrive à s'extraire, à remonter. Il va s'accumuler dans les chambres magmatiques, donc à la base de la croûte, et ensuite il va pouvoir éventuellement aller jusqu'à la surface pour des épisodes volcaniques. Alors récapitulons tout ça dans une petite animation bilan, donc qui récapitule toutes les étapes qui permettent d'obtenir ce magmatisme dans les zones de subduction. Donc on a plongée de la lithosphère donc subduite, donc métamorphisme, expulsion d'eau, donc décalage du solidus. Grâce à ceci, le géotherme peut franchir le solidus, donc on a à ce moment la fusion partielle. Lorsque le taux de fusion partielle est suffisamment important, le magma remonte, s'accumule dans la chambre magmatique, puis ensuite il peut remonter dans les conduits, afin de donner lieu au volcanisme explosif, qui est caractéristique de ces zones. Voilà, alors on a expliqué comment on obtenait du magmatisme au niveau de ces zones de subduction. Il nous manque juste deux petites choses à expliquer quand même. C'est pourquoi déjà est-ce que le volcanisme il est explosif, et ensuite pourquoi on obtient des roches un peu particulières au niveau de ces zones-là, qui sont les andésites, les rhyolites, les granitoïdes et tout ça. En fait, tout ça est lié au fait que le magma il est hydraté. Pourquoi le magma est hydraté? Parce que la roche-mère est hydratée. Et pourquoi la roche-mère est hydratée? Parce que elle s'est fait hydrater à cause de l'expulsion d'eau au sein de la croûte océanique plongeante. Donc on a une roche-mère qui est hydratée. Du fait que cette roche-mère soit hydratée, en fait, ça va changer les conditions de la fusion partielle, ce qui va en fait permettre d'avoir un magma obtenu qui est donc déjà lui-même plus riche en eau et également plus riche en silice, qui est donc un constituant chimique. Et donc, ce magma très riche en eau et en silice, c'est parce que justement il est riche en eau et en silice qu'il va être donc beaucoup plus visqueux. Et du coup, comme il est beaucoup plus visqueux, et donc également beaucoup plus riche en vapeur, parce qu'il y a beaucoup d'eau, donc beaucoup de vapeur d'eau, et bien c'est à cause de ça qu'on a des mécanismes donc, de type explosif. Donc ça, je vous renvoie à l'explication que je vous avais fait au cours de la première vidéo. Alors ensuite, pourquoi les roches formées par ce magmatisme des zones de subduction sont de type rhyolite, andésite, granitoïde, etc. Et bien on avait vu que ces roches se caractérisaient principalement par la présence de minéraux hydratés, hydroxylés, qui sont les amphiboles et les micas principalement. Et bien en fait, la présence de ces minéraux découle naturellement de la présence d'eau dans le magma, c'est-à-dire que comme le magma est plus hydraté, ça paraît logique qu'après refroidissement, il donne naissance à des minéraux qui sont eux-mêmes hydratés. Alors on a une autre différence quand même au niveau de ces roches, c'est qu'elles sont plus riches en silice. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de quartz, notamment, dans ces roches que dans, par exemple, du basalte ou du gabbro. Donc pourquoi elles sont plus riches en silice? Et bien encore une fois, c'est parce que le magma lui-même était plus riche en silice, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc en gros, on obtient là des roches qui sont originales, du fait d'une certaine originalité du magma, et encore une fois, du fait que la zone mère, donc la zone de fusion partielle, était elle-même hydratée. Voilà, et donc pour finir et conclure, on peut constater que ces roches créées au niveau des zones de subduction, eh bien, au niveau minéralogique et chimique, on voit qu'elles se rapprochent étrangement des roches de la croûte continentale. Donc en fait, on suppose que ce magmatisme des zones de subduction permet de générer de la nouvelle croûte continentale. Donc en fait, on voit bien que ces processus magmatiques sont vraiment essentiels à l'échelle de notre planète.